Le capitaine Sarah Chen se tenait sur la passerelle de la station spatiale Unity, contemplant les étoiles à travers l'immense hublot. C'était un mammouth paisible mardi matin de 2157, lorsque tout bascula pour l'humanité. Soudain, la console de communication s'illumina de signaux inédits sur Terre. « Capitaine, nous recevons une transmission », annonça le lieutenant Kim depuis la station de communication. Sa voix tremblait. « Ce n'est pas de la Terre !» Sarah s'approcha rapidement. Depuis des mois, des scientifiques terriens testaient leur premier système de communication supraluminique. Ils avaient envoyé des messages simples dans l'espace, espérant entrer en contact avec d'autres mondes. Il semblait maintenant que quelqu'un avait répondu. « Faites passer le message », ordonna Sarah. L'écran principal vacilla, puis afficha une image qui stupéfia l'assemblée. Un être cristallin de grande taille apparut. Son corps semblait fait de verre bleu, et sa voix, mêlant musique et métal, résonna. « Salutations humains de la Terre », dit-il. « Je suis l'ambassadeur Térix de la Coalition Galactique. Nous avons reçu vos transmissions. Il est temps pour la Terre de rejoindre la galaxie. » Le cœur de Sarah s'emballa, mais elle garda une voix calme. « Ici le capitaine Sarah Chen, de la station Unity de la Terre. Nous nous réjouissons d'entrer en contact avec votre peuple. » Tyrix acquiesça lentement. « C'est bien. Cependant, un premier contact n'est pas une simple visite de courtoisie. Votre monde doit faire un choix immédiatement. La galaxie est en guerre, et chaque espèce doit choisir son camp. » L'ambassadeur expliqua la situation. Trois puissants groupes s'affrontaient, depuis des siècles, à travers la galaxie. L'Empire Vortak était une force militaire qui conquérait des mondes et les transformait en planètes guerrières. Le consortium Zalani était un groupe d'entreprises qui transformait des espèces entières en travailleurs et commerçants. L'Union Kepler, quant à elle, était composée de scientifiques et d'ingénieurs brillants qui utilisaient des technologies de pointe pour contrôler d'autres mondes. Chaque nouvelle espèce doit rejoindre l'une de ces factions, poursuivit Térix. Celles qui refusent sont finalement anéanties ou réduites en esclavage. C'est la loi de la galaxie. Sarah écoutait attentivement, prenant des notes. « Que nous demandez-vous exactement ?»« La Terre doit choisir », déclara simplement Téric. L'Empire Vortak offre la gloire au combat et la possibilité de conquérir de nouveaux mondes. Votre peuple deviendrait un grand guerrier. Le consortium Zalani offre la richesse et des routes commerciales à travers la galaxie. Votre monde deviendrait immensément riche. L'Union Kepler offre des connaissances et des technologies capables de faire progresser votre civilisation de plusieurs millénaires. La capitaine ressentit un frisson. Et si nous n'en choisissons aucune? Le visage cristallin de Térix laissa transparaître une expression qui pourrait être de la surprise. C'est impossible. Toutes les espèces doivent participer à la guerre galactique. Il en est ainsi depuis des siècles. Rester neutre, c'est s'exposer à la destruction. Une fois la transmission terminée, Sarah contacta immédiatement la Terre. Quelques heures plus tard, elle s'entretenait directement avec la présidente Maria Santos et le Conseil de la Terre unie. La présidente était une femme calme qui avait contribué à mettre fin aux dernières guerres sur Terre 20 ans auparavant. « Ils veulent donc que nous prenions parti dans leur guerre », a déclaré le président Santos après avoir pris connaissance du rapport complet. Que savons-nous de ces factions? Le docteur Elena Vasquez, la plus grande experte terrestre en psychologie extraterrestre, étudiait la transmission. D'après ce que j'ai pu constater, les trois groupes contraignent d'autres espèces à combattre à leur place. Les Vortak transforment les gens en soldats, les Alani en ouvriers et l'Union Kepler en chercheurs. Aucun d'eux ne semble se soucier des véritables aspirations des autres espèces. Au cours des semaines suivantes, des représentants des trois factions se rendirent sur Terre. Les Vortak envoyèrent le général Crox, une créature gigantesque, mi-lézard, mi-char d'assaut. Il prêcha l'honneur au combat et la gloire de la conquête. Les humains ont un potentiel guerrier certain, grogna le général Crox lors de sa rencontre avec le Conseil terrestre. Votre histoire prouve que vous comprenez les conflits. Rejoignez-nous
et vos enfants deviendront les plus grands soldats que la galaxie ait jamais connus. La représentante de Zilani était la directrice Yéna, un être à la parole envoûtante dont la couleur changeait au gré de ses mots. Elle parlait de richesse et de prospérité. Votre planète possède les ressources dont nous avons besoin, déclara la directrice Yéna, sa peau passant du vert à l'or. Rejoignez notre consortium, et chaque humain vivra dans le luxe. Nous bâtirons de magnifiques cités sur votre monde et donnerons à votre peuple accès au marché de toute la galaxie. L'Union Kepler a dépêché le professeur Zeld, une créature flottante à l'allure de cerveau entourée de bras mécaniques. Il proposait savoir et technologie. Votre espèce présente un potentiel scientifique, déclara le professeur Zeld, sa voix mécanique résonnant dans la salle du conseil. Nous pouvons vous apprendre à construire des vaisseaux capables de voyager entre les étoiles en quelques secondes. Des ordinateurs dont la pensée dépasse celle de l'esprit humain et des armes capables de détruire des systèmes solaires entiers. Chaque proposition semblait extraordinaire, mais la présidente Santos remarqua quelque chose d'inquiétant. Lorsqu'elle demanda ce qu'il adviendrait de l'indépendance de la Terre, les trois représentants donnèrent des réponses similaires. L'indépendance est un concept primitif, avait déclaré le général Crox. Vous aurez l'honneur de servir l'Empire. Votre monde sera bien trop précieux pour être géré seul, avait expliqué la directrice Yéna. Nous prendrons toutes les décisions importantes à votre place. La gouvernance planétaire individuelle est inefficace, avait déclaré le professeur Zeld. L'Union guidera votre développement. Le Conseil terrestre débattit pendant des jours. Certains membres estimaient qu'il valait mieux rejoindre l'Union Kepler pour sa technologie. D'autres pensaient que les Zilani offraient la voie la plus sûre. Quelques-uns envisageaient même les Vortak, convaincus que la force militaire pourrait protéger la Terre à long terme. Mais la présidente Santos se souvenait de la dernière grande guerre sur Terre. Elle avait perdu son frère dans ce conflit et avait consacré toute sa carrière politique à œuvrer pour la paix. Elle se tint devant le Conseil et parla d'une voix calme mais ferme. Il y a 20 ans, nous avons failli nous autodétruire en nous combattant les uns les autres, a-t-elle déclaré. Nous avons appris que la guerre n'engendre que d'autres guerres. Nous avons bâti un monde pacifique en refusant de nous laisser entraîner dans leurs conflits. Aujourd'hui, ces extraterrestres veulent que nous abandonnions tout cela et que nous menions leur guerre. Le docteur James Wheeler, le plus grand scientifique de la Terre, était d'accord. Chacune de ces factions propose de décider à notre place. Elles ne cherchent pas d'alliés, mais des serviteurs. L'amiral Rebecca Torres, à la tête des forces de défense spatiale de la Terre, étudiait les rapports militaires. Leur guerre dure depuis des siècles. Si nous prenons parti, nous nous battrons éternellement. Nos enfants grandiront comme soldats, ouvriers ou chercheurs, au service de maîtres extraterrestres. Le vote fut serré, mais sans appel. La Terre restera neutre. Lorsque l'ambassadeur Tyrix revint chercher la réponse de la Terre, le président Santos la lui transmit en personne. Nous remercions les 3 factions pour leurs propositions, mais la Terre n'en retient aucune. L'humanité restera neutre et poursuivra son développement de manière indépendante. La forme cristalline de Tyrix sembla vaciller sous le choc. C'est impossible. Aucune espèce n'a jamais refusé de prendre part à la guerre. Alors nous serons les premiers, répondit calmement le président Santos. Vous ne comprenez pas, dit Tyrix, sa voix mélodieuse se faisant rauque. La neutralité n'est pas une option. La guerre finira par atteindre votre secteur. Sans alliés, vous serez sans défense. Le président Santos se redressa et fixa l'ambassadeur extraterrestre. Alors nous nous défendrons. L'humanité en a assez de la guerre. Tyrix resta silencieux un long moment, puis il reprit lentement. Je ferai part de votre décision aux factions. Mais je vous préviens, humains de la Terre, la galaxie ne tolère pas la neutralité. Vous avez fait un choix dangereux. Alors que le vaisseau de Tyrix quittait l'orbite terrestre, la présidente Santos observait la scène depuis la fenêtre de son bureau. Elle savait que leur vie paisible touchait probablement à sa fin.
Mais elles savaient aussi que certaines choses méritaient d'être défendues, et le droit de choisir leur propre voie en faisait partie. La Terre avait parlé. Ils allaient devoir en assumer les conséquences. 5 ans s'étaient écoulés depuis que la Terre avait rejeté les factions extraterrestres, et l'humanité avait mis chaque jour à profit. Le docteur James Wheeler se tenait dans son laboratoire sur la colonie martienne, observant son dernier essai de moteur à fusion. La flamme bleue brûlait régulièrement dans la chambre à vide, produisant une puissance supérieure à tout ce que la Terre avait construit jusqu'alors. Les résultats sont incroyables, déclara son assistant, le docteur Park. Ce moteur pourrait propulser un vaisseau jusqu'à l'étoile la plus proche en seulement 3 mois. Wheeler acquiesça, mais son esprit était ailleurs. La Terre ne se contentait pas de construire des vaisseaux plus rapides. Elle se préparait à la guerre, même si la plupart des gens n'en avaient pas conscience. Chaque nouvelle technologie avait un double objectif: favoriser le développement de l'humanité et assurer sa sécurité. De retour sur Terre, le docteur Yuki Tanaka réalisait ses propres découvertes. Ses recherches médicales avaient permis de trouver des moyens de rendre les humains plus forts, plus rapides et capables de guérir plus vite. Elle annonça publiquement que ces traitements étaient destinés aux colons travaillant dans des environnements dangereux. Elle omettait de mentionner qu'ils aideraient également les soldats à survivre au combat. Les nouveaux traitements fonctionnent à merveille, affirma le docteur Tanaka. Tanaka fit son rapport au comité de défense secrète. Les humains peuvent désormais travailler en gravité élevée, survivre en atmosphère raréfiée et récupérer de leurs blessures 2 fois plus vite qu'auparavant. L'amiral Rebecca Torres écouta ces rapports dans son bureau, profondément enfoui sous la surface de la Terre. À la tête des forces de défense spatiale, elle connaissait la gravité de la situation. La Terre était condamnée. « Montrez-moi les derniers renseignements », dit-elle au capitaine Chen, qui était désormais son chef du renseignement. Sarah activa l'écran holographique. Une carte de l'espace environnant s'affichait, avec des marques rouges indiquant les zones de combat. La guerre s'intensifie. Au cours de l'année écoulée, 17 espèces ont été entièrement réduites en esclavage. La République altarienne a tenté de rester neutre comme nous. L'Empire Vortak a anéanti la moitié de sa population et enrôlé le reste comme soldats. Taurus étudia la carte d'un air sombre. Les zones rouges se rapprochaient de la Terre. « Et les réfugiés ?»« 3 vaisseaux ce mois-ci, » répondit Sarah. « Nous suivons le protocole. » Après avoir distribué de l'aide et des vivres, ils se dirigent vers les colonies extérieures. Mais les récits qu'ils racontent, les réfugiés apportent des nouvelles terrifiantes. La guerre n'est plus seulement une question de conquête. Les 3 factions rivalisent de brutalité. Des planètes entières sont exploitées à outrance, jusqu'à n'être plus que des rochers sans vie. Des enfants extraterrestres sont arrachés à leurs familles et entraînés comme soldats avant même de savoir marcher. Certaines espèces avaient subi des modifications génétiques si profondes qu'elles ne pouvaient survivre sans leur maître. Un réfugié, un être nommé Kex, originaire du bras spiral, s'était effondré en larmes en tentant de décrire ce qui était arrivé à sa planète natale. « Ils ne nous ont pas seulement vaincus, avait-il murmuré. Ils nous ont fait oublier qui nous étions. » Torres utilisait ses renseignements pour planifier la défense de la Terre. Les extraterrestres construisaient d'immenses vaisseaux et se livraient à des batailles navales colossales. Ils s'attendaient à ce que leurs ennemis fassent de même. Mais les humains avaient d'autres projets. « Combien de chasseurs moustiques avons-nous prêts ?» demanda Torres. « 4000, répondit Sarah. Ils sont petits, rapides et quasiment indétectables. Chacune d'elles possède une puissance de feu suffisante pour endommager un vaisseau amiral. Et les missiles Hornet, 12 000 déployés dans la ceinture d'astéroïdes. Ils ressemblent à des cailloux spatiaux avant leur activation. » Torres esquissa un sourire. Les extraterrestres raisonnaient en termes de flotte colossale et d'affrontements directs. Les humains, eux, pensaient comme des loups chassant des proies bien plus imposantes. Ils frappaient dans l'ombre, visaient les points faibles et disparaissaient avant que l'ennemi ne puisse réagir. Pendant ce temps, les colonies terrestres se développaient rapidement. Mars comptait désormais 2 millions d'habitants.
Europe un demi-million, et des dizaines de mines d'astéroïdes étaient pleinement opérationnelles. Mais il ne s'agissait pas de simples colonies. C'étaient des bases fortifiées, chacune capable de se défendre et de soutenir la Terre en cas de besoin. La présidente Santos, alors à son second mandat, visitait la colonie d'Europa lorsque le message extraterrestre suivant est arrivé. Elle explorait les cités souterraines lorsque l'amiral Torres l'a contactée par communication sécurisée. « Madame, nous avons reçu une autre transmission de l'Empire Vortak. »« Ils ne sont pas contents, » soupira Santos. Elle s'y attendait. Que veulent-ils encore? Le général Croc affirme que la Terre a 72 heures pour reconsidérer sa position. Il qualifie notre neutralité d'exemple dangereux pour les autres espèces. La présidente comprit immédiatement. D'autres mondes commençaient à se demander pourquoi ils devaient combattre dans cette guerre galactique. Si la Terre pouvait rester neutre, peut-être qu'ils le pourraient aussi. Les trois factions craignaient que leurs alliés forcés ne se tarissaient. « Quelle sera notre réponse officielle ?» demanda Santos. « La même que toujours, » répondit Torres. Un refus poli mais ferme. Mais en privé, Torres était inquiète. Ses espions à travers la galaxie lui avaient rapporté quelque chose de troublant. Les trois factions, qui d'ordinaire se détestaient, tenaient des réunions secrètes. Elles discutaient du problème terrestre et de la manière de le résoudre. Le docteur Elena Vasquez étudiait la psychologie extraterrestre depuis 5 ans et avait découvert une information importante sur leurs ennemis. « Ils ne sont pas comme les humains », expliqua-t-elle au comité de défense. « Quand nous combattons, c'est pour gagner et ensuite faire la paix. Quand ils combattent, la guerre devient leur mode de vie. Ils ne peuvent concevoir un monde sans guerre. C'est pourquoi la neutralité de la Terre les effrayait tant. Les humains avaient prouvé que la paix était possible, que les espèces n'étaient pas condamnées à se battre éternellement. Si cette idée se répandait, leur civilisation entière s'effondrerait. L'équipe du Dr Wheeler travaillait sur son projet le plus secret dans une base cachée à l'intérieur de l'astéroïde Cérès. Il l'appelait le programme Shepard, une intelligence artificielle capable de penser comme des humains et non comme des ordinateurs. L'IA classique suit des schémas logiques. Wheeler expliqua à Torres lors de sa visite secrète. C'est prévisible, mais la pensée humaine inclut l'intuition, la créativité et une forme de chaos maîtrisé. Notre IA peut prendre des décisions qui semblent aléatoires, mais qui sont en réalité brillantes. En quoi cela nous aide-t-il? Les systèmes informatiques extraterrestres sont conçus pour combattre d'autres systèmes informatiques extraterrestres. Ils utilisent la logique pour prédire et contrer les mouvements ennemis. Mais ils sont incapables de prédire ou de contrer un système qui pense comme les humains. Alors que s'achevait la 5e année d'indépendance de la Terre, Torres reçut le rapport de renseignement qu'elle redoutait. Les trois factions dirigeaient des vaisseaux vers le secteur terrestre. Non pas pour s'attaquer mutuellement, mais pour enfin régler le compte des humains qui avaient refusé de se joindre à leur guerre. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda le président Santos lors de la réunion d'urgence. « 6 mois, peut-être moins, » répondit Torres. « Ils se disputent encore sur le partage des ressources terrestres après notre conquête. Mais ils ont convenu qu'il fallait nous arrêter. » Santos balaya la salle du regard les dirigeants de la Terre. C'étaient des gens bien qui avaient consacré des années à bâtir un monde pacifique. À présent, ils allaient affronter la plus grande épreuve de l'histoire de l'humanité. « Sommes-nous prêts ?» demanda-t-elle. Torres se redressa. « Nous sommes aussi prêts que possible. Notre technologie est supérieure à la leur à bien des égards. Nos tactiques sont radicalement différentes de ce à quoi ils s'attendent. Et nous possédons quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Quoi donc? Nous nous battons pour notre foyer. Ils se battent pour leur maître. » La réunion terminée, Santos s'approcha de la fenêtre et contempla les étoiles. Quelque part dans l'espace, d'immenses flottes extraterrestres
se préparait à asservir ou à anéantir l'humanité. Mais la Terre ne se laisserait pas faire. Le prix de la paix, semblait-il, était la préparation à la guerre. Et l'humanité était enfin prête à payer ce prix. La session d'urgence du Conseil de la Terre unie était sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le président Santos, assis en bout de table, observait les visages des dirigeants terriens. Il venait de recevoir le message le plus terrifiant que leur espèce ait jamais entendu. L'ambassadeur Terix apparut sur l'écran principal, mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient des représentants des 3 factions galactiques. Le général Crox de l'Empire Vortak, la directrice Yena du consortium Zalani et le professeur Zeld de l'Union Kepler. Pour la première fois depuis des siècles, les 3 ennemis s'étaient unis pour un seul et même but. Humains de la Terre, commença Tyrix, sa voix cristalline plus froide que l'espace. Les 3 grandes puissances de la galaxie sont parvenues à un accord concernant votre monde. Santos sentit son sang se glacer, mais elle garda son calme. Nous vous écoutons. Le général Croc s'avança, sa silhouette massive occupant tout l'écran. Votre refus de participer à la guerre galactique pose problème. D'autres espèces commencent à croire que la neutralité est possible. C'est inacceptable. La peau de la directrice Yena passa de l'or au rouge profond, tandis qu'elle parlait. Vous avez 72 heures pour choisir une faction, n'importe laquelle. C'est votre dernière chance. Les bras mécaniques du professeur Zeld s'animèrent tandis qu'il lisait la suite du message. Si vous persistez dans votre refus, des mesures correctives seront prises. Vos adultes seront transférés dans des camps de travail sur des mondes lointains. Vos enfants seront enlevés et élevés comme soldats, ouvriers ou chercheurs, selon la faction qui les réclamera. Santos sentit ces mots la frapper comme des coups de poing. Autour de la table, elle pouvait lire la même stupeur et la même horreur sur tous les visages. Il ne menaçait pas seulement de conquérir la Terre. Il menaçait d'arracher des enfants humains à leur famille. C'est vous qui nous avez forcés à agir ainsi, poursuivit Théorix. Votre exemple met en péril la stabilité de l'ordre galactique. Les autres espèces doivent voir ce qui arrive à ceux qui refusent de participer. La transmission s'interrompit, plongeant la salle du conseil dans un silence de mort. Le docteur Elena Vasquez fut la première à prendre la parole, la voix tremblante de rage. Ils menacent nos enfants. Ils parlent d'enlever des bébés et de les réduire en esclavage. Le ministre de la Défense, Robert Kim, frappa du poing sur la table. C'est plus qu'une guerre, c'est un génocide. Santos balaya la salle du regard. Certains semblaient terrifiés, d'autres furieux, mais tous paraissaient déterminés. Nous devons examiner attentivement nos options. La survie de notre espèce dépend de notre décision dans les 72 prochaines heures. Le débat qui s'ensuivit fut le plus intense de l'histoire de la Terre. Certains membres du Conseil plaidaient pour la soumission, soulignant qu'il était impossible pour l'humanité de lutter simultanément contre 3 superpuissances galactiques. D'autres insistaient que sur le fait qu'il fallait choisir la faction la moins terrible et espérer le meilleur. L'Union Kepler serait peut-être notre meilleur choix, suggéra le ministre des Sciences, le docteur Anderson. Au moins, il valorise l'intelligence. Nos enfants pourraient avoir une vie meilleure en tant que chercheurs qu'en tant que soldats ou ouvriers. Il n'y a pas de bonne solution, répondit fermement l'amiral Torres. Les 3 factions parlent de nous enlever nos enfants. C'est non négociable. Le docteur Vasquez étudiait la psychologie du message extraterrestre. Je dois vous dire quelque chose d'important, dit-elle. Il ne s'agit pas seulement de contrôler la Terre. Ils ont choisi la pire menace possible. Que voulez-vous dire ? Demanda Santos. Séparer des enfants de leurs parents est considéré par toutes les cultures humaines comme le mal absolu. Ils auraient bien pu menacer de détruire nos villes, de tuer nos dirigeants ou de réduire nos adultes en esclavage. Mais ils ont choisi de s'en prendre à nos enfants. Ils veulent nous terroriser au point de nous rendre immédiatement. Le docteur Wheeler, resté silencieux jusque-là, prit la parole. Ils se sont trompés. Ils ne comprennent rien à la nature humaine. Expliquez-vous, dit Santos.
Dans leur culture, les individus servent tant que le groupe sans réserve. Des parents abandonneraient leurs enfants si leur chef le leur ordonnait. Ils pensent que nous fonctionnons de la même manière. Ils ne comprennent pas que menacer des enfants humains ne nous fait pas capituler. Cela nous transforme en bêtes acculées. L'amiral Torres se leva et activa l'écran tactique. Je me prépare à ce moment depuis 5 ans. Certes, nous ne pouvons pas gagner une guerre conventionnelle contre 3 puissances galactiques, mais nous ne menons pas de guerre conventionnelle. L'exposition présentait les préparatifs défensifs de la Terre. Des milliers de petits vaisseaux rapides dissimulés dans tout le système solaire. Des plateformes d'armement camouflées en astéroïdes. Des bases souterraines capables de résister à un bombardement planétaire. Et surtout, des renseignements détaillés sur les tactiques et les faiblesses extraterrestres. Ils ont l'habitude de se combattre, expliqua Torres. Ils utilisent des technologies et des stratégies similaires. Flottes immenses, affrontements directs, puissance de feu écrasante. Ils n'ont jamais combattu d'humains. Qu'est-ce qui nous différencie? Demanda le président Santos. Tout, répondit Torres. Nous avons évolué en tant que chasseurs en meute. Nous travaillons ensemble instinctivement. Nous sommes des prédateurs persévérants. Une fois la chasse commencée, nous n'abandonnons jamais. Et surtout, nous combattons différemment lorsque nos familles sont menacées. Le docteur Tanaka effectuait des calculs sur sa tablette. Les améliorations biologiques que nous avons développées pourraient conférer à notre peuple des avantages considérables. Les humains peuvent désormais survivre dans des conditions qui seraient fatales à la plupart des extraterrestres. Nous pouvons travailler plus longtemps, réfléchir plus vite et récupérer plus rapidement de nos blessures. Et le programme d'IA Shepard demanda Santos. Le docteur Wheeler acquiesça. Il est prêt. Nos ordinateurs peuvent penser d'une manière que les systèmes extraterrestres ne peuvent ni prévoir ni contrer. Nous pouvons pirater leurs réseaux, retourner leurs propres armes contre eux et coordonner des attaques à l'échelle du système solaire. Au fil du débat, une chose devint évidente. Tous les membres du Conseil, même ceux qui avaient plaidé pour la reddition, s'accordèrent sur un point. Ils ne laisseraient pas des extraterrestres enlever des enfants humains. La présidente Santos demanda un vote, mais elle en connaissait déjà le résultat. Le vote fut unanime. Elle se leva et contempla les dirigeants de la Terre, ceux qui avaient consacré leur vie à la paix et à la coopération. Ils étaient sur le point de déclarer la guerre à la majeure partie de la galaxie. « Nous devons réagir », dit Santos. « Que devons-nous leur dire ?» L'amiral Torres parla au nom de tous. « Dites-leur qu'ils se sont trompés d'ennemis. » Le message diffusé par la Terre aux 3 factions était bref et direct. Le président Santos a prononcé ce discours en personne, devant le drapeau de la Terre unie. À l'Empire Vortak, au consortium Zilani et à l'Union Kepler, vous avez menacé nos enfants. C'est la ligne rouge que l'humanité a fixée. Nous ne négocierons pas. Nous ne capitulerons pas. Nous ne vous laisserons pas prendre nos jeunes et les réduire en esclavage. Si vous voulez, la guerre contre l'humanité, vous l'aurez. Mais souvenez-vous, c'est vous qui avez déclenché ce conflit. La transmission terminée, Santos se tourna vers l'amiral Torres. « Dans combien de temps arriveront-ils ? Nos capteurs spatiaux indiquent que leurs flottes sont déjà en mouvement. 2 semaines, peut-être 3. » Santos acquiesça et se dirigea vers le hublot. Dehors, elle voyait les gens vaquer à leurs occupations quotidiennes, ignorant encore que leur monde paisible allait se transformer en champ de bataille. Mais lorsqu'ils apprendraient la fantôme la vérité, elle savait exactement comment ils réagiraient. L'humanité s'était préparée à ce moment pendant 5 ans, sans même s'en rendre compte. Chaque colonie construite, chaque vaisseau lancé, chaque avancée technologique avait contribué à ce préparatif, en vue du jour où ils devraient donc se battre pour la liberté de leurs enfants. Les extraterrestres pensaient avoir affaire à une espèce comme une autre, qu'on pouvait soumettre par la force. Ils allaient bientôt découvrir la différence entre des soldats, qui combattent pour leur chef, et des parents, qui défendent leurs enfants. La Terre avait fait son choix. Désormais,
La galaxie allait voir ce qui arrivait quand on menaçait la jeunesse de l'humanité. La flotte extraterrestre arrivée dans le système solaire de la Terre était la plus grande force militaire jamais rassemblée dans l'histoire galactique. 300 vaisseaux de guerre colossaux, appartenant aux trois factions, se dressaient dans l'espace tels des montagnes de métal, leurs armes capables de réduire des planètes entières en cendres. Le général Croc se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, l'Éternelle Guerre, observant la Terre à travers l'écran. La petite planète bleue semblait si paisible, si impuissante. « Ce sera rapide », dit-il à ses officiers. « Une seule démonstration de notre puissance, et les humains capituleront. » À bord du vaisseau amiral Zalani, le Prophet's Edge, la directrice Yenna calculait déjà les profits qu'ils pourraient en tirer des ressources terrestres. « Un monde si riche », dit-elle, son visage se teintant d'un doré satisfait. Les humains deviendront d'excellents travailleurs, une fois correctement motivés. Le professeur Zeld observait depuis le vaisseau de l'Union Kepler, symbole du triomphe de la logique, ses bras mécaniques scrutant le système terrestre. Curieux, je ne détecte aucune flotte défensive importante. Peut-être les humains ont-ils déjà accepté leur sort. Ils se sont tous trompés. Le capitaine Sarah Chen était assise dans le cockpit de son chasseur, le Défiant, dissimulé à l'intérieur d'un astéroïde creux près de Jupiter. Autour d'elle, 3000 autres pilotes humains attendaient en silence. Ils étaient là depuis des jours, observant l'arrivée de la flotte extraterrestre et étudiant leur tactique. « N'oubliez pas, » dit Chen dans son communicateur, « nous ne cherchons pas à égaler leur puissance de feu. Nous sommes des moustiques qui chassent des éléphants. Frappez vite, frappez fort, disparaissez. » Sur Terre, l'amiral Torres observait la flotte extraterrestre depuis son centre de commandement souterrain. Les aliens s'étaient positionnés exactement là où elle l'avait espéré, dans une formation parfaite pour ce que les humains appellent un tir de précision. Tous à vos postes. Ici, le commandement. Torres parla calmement dans son micro. L'ennemi a menacé nos enfants. Montrons-leur les conséquences d'une telle erreur. Exécutons l'opération Nid de Frélance. Ce qui suivit fut étudié dans les académies militaires pendant des siècles. La première surprise vint de la ceinture d'astéroïdes. Des milliers d'objets que les extraterrestres avaient pris pour de simples roches spatiales s'animèrent soudain. Les missiles Hornet, camouflés en astéroïdes depuis des mois, activèrent leurs moteurs et fondirent sur la flotte extraterrestre. « Monsieur, nous avons des missiles qui arrivent !» cria un officier Vortak. « Des milliers !» Le général Crox ne s'inquiéta pas. « Activez les systèmes de défense rapprochés. Ces primitifs croient pouvoir nous blesser avec de simples roquettes. » Mais les Hornets n'étaient pas de simples roquettes. Lorsque les systèmes de défense extraterrestres commencèrent à tirer, les missiles changèrent soudainement de trajectoire, d'une manière qui violait tout ce que les extraterrestres savaient de la physique. Ils se déplaçaient comme des êtres vivants, esquivant et se faufilant à travers les tirs de défense. Dr. Les moteurs à infusion révolutionnaire de Wheeler avaient rendu cela possible. Les Hornets pouvaient accélérer et virer si rapidement que les ordinateurs de ciblage extraterrestres étaient incapables de les repérer. Pire encore, ils étaient contrôlés par une IA Shepard qui pensait comme des humains et non comme des machines. La première vague de Hornets s'abattit sur la flotte extraterrestre, ciblant leurs armes et leurs moteurs. Ces gigantesques vaisseaux extraterrestres étaient conçus pour affronter d'autres vaisseaux capitaux, pas des essaims de petits missiles intelligents. « Impossible !» s'exclama le professeur Zeld, tandis que des explosions fusaient de toutes parts de sa flotte. « Aucun missile ne peut se déplacer ainsi. » Mais la véritable attaque ne faisait que commencer. Le capitaine Chen mena ses chasseurs hors de leurs cachettes disséminées, à travers le système solaire. Les chasseurs Mosquito étaient minuscules comparés aux vaisseaux extraterrestres, mais ils étaient plus rapides et plus maniables que tout ce que la galaxie avait jamais connu. « Chasseurs, attaquez !» ordonna Chen. « N'oubliez pas vos cibles. Réseau de communication, capteurs et moteurs. Neutralisez-les !» Les chasseurs humains fondirent sur la flotte extraterrestre comme des
guêpes enragées. Les extraterrestres tentèrent de les abattre, mais les chasseurs étaient améliorés grâce à la biotechnologie du docteur Tanaka. Les pilotes humains pouvaient résister à des forces G qui auraient tué la plupart des extraterrestres, ce qui leur permettait d'effectuer des virages et des accélérations apparemment impossibles. Le lieutenant Rodriguez fit décrire à son chasseur une spirale qui aurait liquéfié un pilote Vortak, puis tira un faisceau de particules directement sur le réseau de capteurs d'un cuirassé. Cible abattue. Ils ne peuvent pas nous voir arriver par bâbord. Les extraterrestres n'avaient jamais rien vu de tel. Leurs canons massifs étaient incapables de suivre des cibles aussi rapides et imprévisibles. Leurs boucliers étaient conçus pour arrêter les armes d'autres vaisseaux capitaux, pas des essaims de petits vaisseaux attaquant de toutes parts. Mais l'arme secrète de l'humanité n'était pas seulement la technologie. C'était la psychologie. Le docteur Vasquez avait passé des années à étudier la guerre extraterrestre et avait fait une découverte cruciale. La pensée militaire extraterrestre était rigide et hiérarchisée. Lorsque leurs commandants donnaient des ordres, leurs subordonnés les exécutaient à la lettre, même en cas d'évolution de la situation. La pensée militaire humaine était différente. Chaque pilote, chaque capitaine de vaisseau, chaque soldat était entraîné à s'adapter et à improviser. Face à ce changement de situation, les hommes s'adaptèrent. C'est un acte de défi, annonça le capitaine Chen à son escadron par radio. Le vaisseau amiral ennemi tente de se replier derrière cette lune. Wang, prenez votre groupe et interceptez-les. Miller, frappez leur moteur avant qu'ils ne passent en hyperespace. Les pilotes comprirent immédiatement et adaptèrent leur attaque. Aucun commandant extraterrestre n'aurait pu coordonner des manœuvres aussi complexes en temps réel, car les équipages extraterrestres n'étaient pas entraînés à penser par eux-mêmes. Pendant ce temps, l'arme la plus secrète de la Terre s'activait. Les systèmes d'IA de Shepard commencèrent à infiltrer les réseaux informatiques extraterrestres, profitant du chaos des combats pour contourner leur défense. Shepard 1 est infiltré dans le réseau Vortak, annonça le docteur Wheeler depuis son centre de contrôle, provoquant la corruption des données et la prise de contrôle du système. L'IA n'a pas seulement piraté les ordinateurs extraterrestres, elle les a compris d'une manière que leurs créateurs n'avaient jamais imaginée. L'IA de Shepard pouvait prédire le comportement des systèmes extraterrestres car elle comprenait leur schéma logique. Elle pouvait ensuite perturber ces schémas de façon apparemment aléatoire, mais en réalité dévastatrice. Sur le vaisseau amiral du général Crox, les systèmes d'armes se mirent à tirer sur leurs propres navires. « Que se passe-t-il » rugit-il. « Monsieur, nos ordinateurs dysfonctionnent » répondit son officier technique. « Ils prennent nos propres navires pour des ennemis, réparez ça. On essaie, mais le système change constamment, on dirait qu'il pense tout seul. » Un chaos similaire se répandait dans les trois flottes. Les moteurs des vaisseaux Zilani s'arrêtaient aléatoirement. Les capteurs des vaisseaux de l'Union Kepler affichaient de fausses cibles de toutes parts. Le principal atout des extraterrestres, leur technologie supérieure, se retournait contre eux. Mais le coup le plus dévastateur vint d'une source inattendue. Sur la passerelle de l'Indomptable, vaisseau amiral de la Terre, l'amiral Torres reçut un message venu de l'espace. « Amiral, ici le capitaine Foster du Ranger. Nous avons capturé un vaisseau de communication Vortak. Les prisonniers demandent à se rendre. » Torres esquissa un sourire sinistre. « Passez-moi en communication avec eux. » L'officier de communication extraterrestre apparut à l'écran, ses 13 reptiliens exprimant une terreur absolue. « Chef humain, je vous en prie, nous nous rendons. Nous ne savions pas. Nous pensions que vous étiez une espèce faible comme les autres. » « Que ne saviez-vous pas » demanda Torres. « Nous ne savions pas que vous étiez... vous. Nos commandants nous ont dit que les humains étaient des lâches qui se rendraient dès notre arrivée. Ils ont dit que vous n'aviez pas de véritables armes, pas de véritable défense. Ils ne nous ont pas dit que vous combattiez comme quoi? Comme des démons. Tels des monstres sortis de nos pires cauchemars. Vos vaisseaux se meuvent comme des êtres vivants. Vos armes pensent.
vos pilotes commettent des actes qui devraient leur être fatals, mais ils continuent de se battre sans relâche. Torres se pencha en avant. Écoutez attentivement. Transmettez ce message à vos flottes. L'humanité propose des conditions de reddition. Tout vaisseau qui désactive ses armes et se soumet à l'abordage sera traité conformément à nos lois de la guerre. Tout vaisseau qui continue le combat sera détruit. En quelques heures, le cours de la bataille s'était complètement inversé. Les trois grandes puissances galactiques qui s'attendaient à écraser la Terre en quelques heures étaient confrontées à une défaite totale. Certains vaisseaux extraterrestres tentèrent de fuir, mais les forces humaines s'étaient déployées dans tout le système solaire. Il n'y avait nulle part où se réfugier. Certains essayèrent de se battre jusqu'au bout, mais les tactiques humaines rendaient impossible la guerre spatiale traditionnelle. Les extraterrestres ne purent s'adapter assez vite pour contrer l'approche fluide et ingénieuse des combats humains. La plupart choisirent de se rendre. À la fin de la journée, le système solaire était jonché de vaisseaux de guerre extraterrestres hors de combat. La plus grande force militaire de l'histoire galactique avait été vaincue par une espèce qu'elle considérait comme primitive. L'amiral Torres se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, les yeux rivés sur l'écran tactique. Des voyants verts indiquaient nettement les vaisseaux extraterrestres capturés. Des voyants rouges signalaient les quelques vaisseaux détruits pour avoir refusé de se rendre. « Madame » annonça le capitaine Chen depuis son chasseur. « Nous recevons des signaux de reddition des vaisseaux restants. Les commandants extraterrestres demandent que la permission de vous parler. » Torres acquiesça. « Dites-leur que nous allons discuter. Mais d'abord, ils doivent comprendre une chose. Ils sont venus ici pour prendre nos enfants. » Ce fut leur plus grande erreur. Il n'y a rien de plus dangereux dans cette galaxie que des humains protégeant leurs petits. Alors que la nouvelle de la bataille se répandait à travers la galaxie, un phénomène sans précédent commença à se produire. Des espèces réduites en esclavage depuis des siècles commencèrent à murmurer l'impossible. Le jour où enfin quelqu'un se dressa contre les trois grandes puissances et triompha, la Terre eut fait bien plus que se défendre. Cela avait démontré à la galaxie que les puissants pouvaient chuter, que la résistance était possible et que parfois, le plus petit combattant pouvait terrasser le plus redoutable ennemi. La guerre était loin d'être terminée, mais tout avait changé. L'humanité avait refusé de prendre part au conflit et, contrainte de se battre, elle avait combattu d'une manière inédite dans la galaxie. Les extraterrestres s'étaient bel et bien trompés d'ennemis. La nouvelle de la victoire de la Terre se répandit à travers la galaxie, plus vite que n'importe quel vaisseau spatial. Sur des milliers de mondes, des êtres réduits en esclavage levèrent les yeux vers les étoiles et murmurèrent le mot impossible. Espoir. L'amiral Torres se tenait dans le centre de détention de la base lunaire, observant les commandants extraterrestres venus détruire la Terre. Au centre de la base Luna, les regards se portaient sur les commandants extraterrestres venus détruire la Terre. Le général Croc, assis dans sa cellule, fixait le sol. La peau de la directrice Iena avait pris une teinte grisâtre. Les bras mécaniques du professeur Zeld pendaient, immobiles. « Ils n'arrivent toujours pas à croire ce qui s'est passé », dit le capitaine Chen en rejoignant Torres. « D'après leurs renseignements, nous n'avions aucune défense, aucune véritable armée, aucune chance de gagner. » Torres acquiesça. Ils avaient commis la même erreur que les humains autrefois. Ils avaient perçu notre nature pacifique comme un signe de faiblesse. Ils n'avaient pas compris que les humains les plus dangereux sont ceux qui protègent leur famille. Mais la victoire de la Terre n'était que le début. Des rapports affluaient de toute la galaxie, et chacun apportait des nouvelles plus choquantes les unes que les autres. Sur Altaria Prime, les ouvriers des mines Zilani avaient cessé le travail. Ils avaient appris que quelqu'un avait vaincu leurs maîtres au combat et voulaient sans savoir si la liberté était réellement possible. Dans les camps d'entraînement Vortak, de jeunes soldats issus d'espèces conquises demandaient à leurs instructeurs pourquoi ils devaient non se battre pour l'Empire, alors que la Terre avait fait d'un autre choix. Même dans les stations de recherche de l'Union Kepler, les scientifiques se demandaient s'ils devaient vraiment servir des maîtres qui venaient d'être vaincus par une espèce qu'ils qualifiaient de primitive. La docteure Elena Vasquez étudiait les rapports d'intelligence dans son bureau,
lorsque le président Santos arriva pour leur réunion quotidienne. Ça se propage, dit Vasquez en désignant la carte galactique. Rébellion, résistance, révolution, tout se passe partout en même temps. Santos observa les points rouges qui marquaient les zones de trouble. Il y en avait des centaines, disséminées à travers la galaxie. Qu'est-ce qui provoque ça? Nous, répondit simplement Vasquez. Pendant des siècles, toutes les espèces ont cru les trois factions invincibles. Elles ont capitulé, persuadées qu'aucune résistance n'était possible. Nous leur avons prouvé le contraire. Le contact le plus significatif a eu lieu 3 semaines après la bataille. Les capteurs spatiaux de la Terre ont détecté un petit vaisseau approchant sous pavillon blanc. Sa conception était unique en son genre, ne figurant dans aucune base de données extraterrestres. Le capitaine Chen accueillit la visiteuse à la station Unity. L'être qui sortit du sas était à la fois magnifique et terrifiant, une créature d'énergie pure, contenue dans une enveloppe cristalline qui scintillait de sa propre lumière. « Je suis la princesse Kayla du Commonwealth Centauri », dit-elle d'une voix cristalline. « Je suis venue parler à vos dirigeants d'une alliance. » Quelques heures plus tard, la princesse Kayla était assise en face du président Santos dans la salle de conférence la plus sécurisée au monde. Elle expliquait sa situation avec un espoir désespéré dans la voix. « Mon peuple se bat pour l'indépendance depuis 40 ans, a-t-elle déclaré. Nous avons remporté quelques batailles, mais nous n'avons jamais eu de véritable chance de victoire. Jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Santos. Vous. Votre victoire a inspiré des mouvements de résistance à travers la galaxie. Mais plus encore, vous nous avez montré de nouvelles façons de combattre. La princesse Kayla activa un affichage holographique montrant le système Centauri. Nous utilisions la guerre traditionnelle, vaisseau contre vaisseau, armée contre armée. Nous perdons toujours car ils ont plus de navires et plus de soldats. Mais votre bataille nous a montré autre chose. L'amiral Torres se pencha en « Avant, vous voulez apprendre nos tactiques? Oui, mais surtout, nous voulons coordonner nos actions avec vous. 12 mouvements de résistance importants sont prêts à frapper, mais nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à travailler ensemble. » Au cours des semaines suivantes, la Terre devint le théâtre d'un événement sans précédent. Une rébellion galactique contre les 3 factions. La princesse Kayla réunit des représentants du Commonwealth Centauri, des Andromédiens libres, du Front de libération du bras spiral et de 9 autres groupes de résistance. Ils se réunirent secrètement sur une petite base astéroïde afin de planifier la plus grande opération militaire coordonnée de l'histoire galactique. Le docteur Wheeler fit la démonstration du système d'intelligence artificielle Shepard aux rebelles extraterrestres. « Vos ennemis s'attendent à des attaques logiques et prévisibles, » expliqua-t-il. « Mais cette IA pense comme un humain. Elle peut coordonner des opérations complexes à travers plusieurs systèmes stellaires, tout en s'adaptant en temps réel aux conditions changeantes. » Les extraterrestres étaient stupéfaits. « Nos ordinateurs ne peuvent que suivre des instructions préprogrammées, » déclara le commandant Vex de la résistance andromédienne. « Ils ne peuvent tant comprendre, ni improviser, ni s'adapter comme le fait le système. » L'amiral Torres a présenté ce qu'elle appelait la doctrine terrienne, l'approche de l'humanité face à la guerre asymétrique. Ne cherchez pas à égaler leurs forces. Utilisez la supériorité numérique de votre ennemi à son avantage. Frappez ses lignes de ravitaillement, retournez sa technologie contre lui et forcez-le à mener votre guerre plutôt que la sienne. La rébellion débuta 6 mois après la victoire de la Terre. Des frappes coordonnées frappèrent simultanément les dépôts de ravitaillement Vortak, les routes commerciales Zilani et les stations de recherche de l'Union Kepler dans 40 systèmes stellaires. Mais il ne s'agissait pas seulement de tactique militaire. Les rebelles avaient retenu la leçon la plus importante de l'humanité. Ils se battaient pour leur foyer et leur famille, et non pour la conquête ou la gloire. Sur Altaria Prime, les mineurs ne se sont pas contentés de cesser le travail. Ils ont pris le contrôle des installations et ont commencé à produire des armes pour la rébellion au lieu de richesses pour leurs maîtres.
Dans les académies militaires Vortak, de jeunes soldats issus d'espèces conquises ont retourné leurs armes contre leurs instructeurs et proclamé la liberté de leur monde. Les stations de recherche de l'Union Kepler virent leurs propres scientifiques rejoindre la rébellion, mettant leurs connaissances au service de la résistance plutôt que de leurs oppresseurs. Les trois factions tentèrent de réagir, mais elles se heurtèrent à un problème inédit. Pendant des siècles, elles s'étaient affrontées en utilisant des tactiques et des technologies similaires. À présent, ils affrontaient des ennemis employant des stratégies radicalement différentes, coordonnées par des systèmes d'IA humains qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni prévoir. La bataille décisive se déroula au-dessus de la Terre. 1 an jour pour jour, après le premier ultimatum extraterrestre, les trois factions avaient rassemblé leurs flottes restantes pour un assaut final contre le centre de la rébellion. Mais à leur arrivée sur Terre, ils découvrirent quelque chose qui les bouleversa profondément. La planète était défendue non seulement par des vaisseaux humains, mais aussi par des vaisseaux de dizaines d'espèces. Des chasseurs énergétiques Centauri, des croiseurs furtifs andromédiens, des vaisseaux miniers altariens convertis, et bien d'autres. L'amiral Torres se tenait sur la passerelle de l'Indomptable, désormais vaisseau amiral de la flotte de libération galactique. Autour d'elle, des officiers extraterrestres travaillaient aux côtés d'humains, tous unis par une cause commune. Ici l'amiral Torres de la Terre, à toutes les flottes des factions, diffusa-t-elle sur toutes les fréquences. Vous êtes en infériorité numérique, en infériorité d'armement, et le temps vous est compté. Vos mondes asservis se sont soulevés contre vous. Vos propres peuples rejoignent la rébellion. C'est votre dernière chance de vous rendre. La réponse vint du général Kra, qui avait réussi à s'échapper de la base lunaire et à reprendre le commandement d'une flotte Vortak. « Humains, vous avez détruit l'ordre galactique. Nous combattrons jusqu'à la destruction de notre dernier vaisseau. »« Qu'il en soit ainsi, » répondit Torres. La bataille qui suivit fut sans précédent dans l'histoire galactique. La flotte de la Résistance combattait avec des tactiques humaines et des technologies extraterrestres, créant des combinaisons auxquelles les flottes des factions étaient incapables de répondre. Les armes énergétiques Centauri, guidées par des systèmes de ciblage humains, transperçaient l'armure Vortak comme du papier. Les vaisseaux furtifs andromédiens, coordonnés par l'IA de Shepard, apparaissaient et disparaissaient plus vite que les capteurs extraterrestres ne pouvaient tenter les détecter. Des vaisseaux miniers altariens, transformés en porte-vaisseaux, lancèrent sans des essaims de chasseurs conçus par l'homme. Mais l'arme la plus dévastatrice était une menace inédite pour les factions. Un ennemi profondément convaincu de la cause qu'il défendait. La rébellion ne se battait ni pour la conquête, ni pour la richesse, ni pour le pouvoir. Elle se battait pour le droit de choisir son propre avenir, d'élever ses enfants en liberté, de vivre sans peur. En quelques heures, les flottes des factions battaient en retraite. La guerre galactique qui faisait rage depuis des siècles touchait enfin à sa fin. 3 mois plus tard, l'ambassadeur Tyrix revint sur Terre, mais non plus en tant que représentant des factions. L'être cristallin parlait désormais au nom d'une coalition d'anciens mondes des factions désireux de négocier la paix. Les 3 factions ont convenu d'un cessez-le-feu, annonça Tyrix au Conseil de la Terre unie. Elles demandent à la Terre de servir de médiatrice pour un traité de paix. Le président Santos, désormais reconnu comme le chef de la rébellion galactique, se tenait devant les représentants de 50 espèces différentes, réunies par communication quantique. « La paix a toujours été possible, » dit-elle simplement. Il suffisait de la désirer plus que de vouloir gagner. Le traité de Terra fut signé 6 mois plus tard. Il dissolvait les 3 factions et créait la coopérative galactique, une confédération démocratique où aucune puissance ne pouvait dominer les autres. La Terre devint la capitale neutre de ce nouveau gouvernement, et les humains y officiaient comme gardiens de la paix et médiateurs à travers la galaxie. Le rapport final de recherche du Dr Wheeler résumait parfaitement cette histoire incroyable. Les extraterrestres affirmaient que la neutralité était impossible. Ils se trompaient.
Ce qui était impossible, c'était de rester neutre une fois qu'ils avaient tenaient à menacer nos enfants. L'humanité ne provoque pas les conflits, mais elle les termine. Des années plus tard, des vaisseaux humains, arborant l'emblème de la coopérative galactique, sillonnaient la galaxie, contribuant à préserver la paix que le refus de la Terre de combattre avait finalement instaurée. Et sur chaque vaisseau, dans chaque colonie humaine, dans chaque école où les enfants apprenaient leur histoire, une simple plaque portait 5 mots qui rappelaient à tous le sort réservé à ceux qui avaient commis l'erreur de menacer la jeunesse humaine. Plus jamais ça. Merci d'avoir regardé et laissé un commentaire pour la suite.